4. Le duel. La route n'est praticable que d'Avignon à Lille. On fit les 3 lieues qui séparent l'île d'Avignon en 1 heure. Pendant cette heure, Roland, comme s'il eût pris à tâche de faire paraître le temps court à son compagnon de voyage, fut verveux et plein d'entrain. Plus il approchait du lieu du combat, plus sa gaieté redoublait. Quiconque n'eût pas su la cause du voyage ne se fût jamais douté que ce jeune homme, au babil intarissable et au rire incessant, fût sous la menace d'un danger mortel. Au village de Lille, il fallut descendre de voiture. On s'informa, Roland et Sir John étaient les premiers arrivés. Ils s'engagèrent dans le chemin qui conduit à la fontaine. « Oh, oh !» dit Roland, « il doit y avoir un bel écho ici. » Il jeta 1 ou 2 cris auxquels l'écho répondit avec une complaisance parfaite. « Ah, par ma foi, dit le jeune homme, voici un écho merveilleux. Je ne connais que celui de la Senonetta, à Milan, qui lui soit comparable. Attendez, milord. » Et il se mit, avec des modulations qui indiquaient à la fois une voix admirable et une méthode excellente, à chanter une tyrolienne qui semblait un défi porté par la musique révoltée au gosier humain. Sir John regardait et écoutait Roland avec un étonnement qu'il ne se donnait plus la peine de dissimuler. Lorsque la dernière note se fut éteinte dans la cavité de la montagne, « Je crois, Dieu me damne, dit Sir John, que vous avez le spleen. » Roland tressaillit et le regarda comme pour l'interroger. Mais, voyant que Sir John n'allait pas plus loin, « Bon, et qui vous fait croire cela ?» demanda-t-il. « Vous êtes trop bruyamment gai pour n'être pas profondément triste. » « Oui, et cette anomalie vous étonne ?»« Rien ne m'étonne, chaque chose a sa raison d'être. »« C'est juste, le tout est d'être dans le secret de la chose. » « Eh bien, je vais vous y mettre. »« Oh, je ne vous y force aucunement. Vous êtes trop courtois pour cela, mais avouez que cela vous ferait plaisir d'être fixé à mon endroit. Par intérêt pour vous, oui. Eh bien, milord, voici le mot de l'énigme, et je vais vous dire, à vous, ce que je n'ai encore dit à personne. Tel que vous me voyez, et avec les apparences d'une santé excellente, je suis atteint d'un anévrisme qui me fait horriblement souffrir. Ce sont à tout moment des spasmes, des faiblesses, des évanouissements qui feraient honte à une femme. Je passe ma vie à prendre des précautions ridicules et, avec tout cela, l'arrêt m'a prévenu que je dois m'attendre à disparaître de ce monde d'un moment à l'autre, l'artère attaquée pouvant se rompre dans ma poitrine au moindre effort que je ferais. Jugez comme c'est amusant pour un militaire. Vous comprenez que, du moment où j'ai été éclairé sur ma situation, j'ai décidé que je me ferais tuer avec le plus d'éclat possible. Je me suis mis incontinemment à l'œuvre. Un autre plus chanceux aurait réussi déjà 100 fois, mais moi, ah bien oui, je suis ensorcelé. Ni balles ni boulets ne veulent de moi. On dirait que les sabres ont peur de s'ébrécher sur ma peau. Je ne manque pourtant pas une occasion, vous l'avez vu d'après ce qu'il s'est passé à table. Eh bien, nous allons nous battre, n'est-ce pas? Je vais me livrer comme un fou, donner tous les avantages à mon adversaire. Cela n'y fera absolument rien. Il tirera à 15 pas, à 10 pas, à 5 pas, à bout portant sur moi, et il me manquera, ou son pistolet brûlera la mort sans partir. Et tout cela, la belle avance, je vous le demande un peu, pour que je crève un beau jour au moment où je m'y attendrai le moins en tirant mes bottes. Mais silence, voici mon adversaire. En effet, par la même route qu'avaient suivi Roland et Sir John à travers les sinuosités du terrain et les aspérités du rocher, on voyait apparaître la partie supérieure du corps de 3 personnages qui allaient grandissant à mesure qu'ils approchaient. Roland les compta. « 3, pourquoi 3 dit-il, quand nous ne sommes que 2 ? Ah, j'avais oublié, dit l'Anglais. Monsieur de Barjols, autant dans votre intérêt que dans le sien, a demandé d'amener un chirurgien de ses amis. Pourquoi faire demanda Roland d'un ton brusque et en fronçant le sourcil. Mais pour le cas où l'un de vous serait blessé, une saignée, dans certaines circonstances, peut sauver la vie à un homme. Sir John, fit Roland avec une expression presque féroce, je ne comprends pas toutes ces délicatesses en matière de duel. Quand on se bat, c'est pour se tuer. Qu'on se fasse auparavant toutes sortes de politesses, comme vos ancêtres et les miens s'en sont faits à Fontenay, très bien. Mais une fois que les épées sont hors du fourreau ou les pistolets chargés, il faut que la vie d'un homme paye la peine que l'on a prise et les battements de cœur que l'on a perdus. Moi, sur votre parole d'honneur, Sir John, je vous demande une chose, c'est que blessé ou tué, vivant ou mort, le chirurgien de Monsieur de Barjols ne me touchera pas. Mais cependant, Monsieur Roland, oh, c'est à prendre ou à laisser. Votre parole d'honneur, milord, ou, le diable m'emparte, je ne me bats pas. L'Anglais regarda le jeune homme avec étonnement. Son visage était devenu livide, ses membres étaient agités d'un tremblement qui ressemblait à de la terreur.
Sans rien comprendre à cette impression inexplicable, Sir John donna sa parole. « À la bonne heure, fit Roland. Tenez, c'est encore un des effets de cette charmante maladie. Toujours je suis prêt à me trouver mal à l'idée d'une trousse déroulée, à la vue d'un bistouri ou d'une lancette. J'ai dû devenir très pâle, n'est-ce pas? J'ai cru un instant que vous alliez vous évanouir. » Roland éclata de rire. « Ah, la belle affaire que cela eût fait, dit-il, nos adversaires arrivant et vous trouvant occupé à me faire respirer des sels comme à une femme qui a des syncopes. Savez-vous ce qu'ils auraient dit, eux, et ce que vous auriez dit, vous le premier? Ils auraient dit que j'avais peur. » Les trois nouveaux venus pendant ce temps s'étaient avancés et se trouvaient à portée de la voix, de sorte que Sir John n'eut pas même le temps de répondre à Roland. Ils saluèrent en arrivant. Roland, le sourire sur les lèvres, ses belles dents à fleur de lèvres, répondit à leur salut. Sir John s'approcha de son oreille. « Vous êtes encore un peu pâle, dit-il. Allez faire un tour jusqu'à la fontaine. J'irai vous chercher quand il sera temps. » « Ah, c'est une idée, cela, dit Roland. J'ai toujours eu envie de voir cette fameuse fontaine de Vaucluse, Hippocrène de Pétrarque. Vous connaissez son sonnet? Chiare, fresche e dolce acque, ove le belle membra, pose colei che soffa a me pardonne. Et cette occasion-ci passée, je n'en retrouverai peut-être pas une pareille. De quel côté est-elle, votre fontaine? Vous en êtes à 30 pas. Suivez le chemin, vous allez la trouver au détour de la route, au pied de cet énorme rocher dont vous voyez le faîte. « Milord, dit Roland, vous êtes le meilleur Cicérone de je connaisse. Merci. » Et, faisant à son témoin un signe amical de la main, il s'éloigna dans la direction de la fontaine en chantonnant entre ses dents la charmante villanelle de Philippe Desportes. « Rosette, pour un peu d'absence, votre cœur vous avait changé. Et moi, sachant cette inconstance, le mien autre part j'ai rangé. Jamais plus beauté si légère, sur moi tant de pouvoir n'aura. Nous verrons, volage bergère, qui premier s'en repentira. » Sir John se retourna aux modulations de cette voix à la fois fraîche et tendre, et qui, dans les notes élevées, avait quelque chose de la voix d'une femme. Son esprit méthodique et froid ne comprenait rien à cette nature saccadée et nerveuse, sinon qu'il avait sous les yeux une des plus étonnantes organisations que l'on pût rencontrer. Les deux jeunes gens l'attendaient, le chirurgien se tenait un peu à l'écart. Sir John portait à la main sa boîte de pistolets. Il la posa sur un rocher ayant la forme d'une table, tira de sa poche une petite clé qui semblait travaillée par un orfèvre et non par un serrurier, et ouvrit la boîte. Les armes étaient magnifiques, quoique d'une grande simplicité. Elles sortaient des ateliers de Menton, le grand-père de celui qui aujourd'hui est encore un des meilleurs arquebusiers de Londres. Il les donna à examiner au témoin de M. de Barjol, qui en fit jouer les ressorts et poussa la gâchette d'arrière en avant pour voir s'ils étaient à double détente. Ils étaient à détente simple. M. de Barjol jeta dessus un coup d'œil, mais ne les toucha même pas. « Notre adversaire ne connaît point vos armes » demanda M. de Valençol. « Il ne les a même pas vues » répondit Sir John. « Je vous en donne ma parole d'honneur. »« Oh » fit M. de Valençol, « une simple dénégation suffisait. » On régla une seconde fois, afin qu'il n'y eût point de malentendu, les conditions du combat déjà arrêtées. Puis, ces conditions réglées, afin de perdre le moins de temps possible en préparatifs inutiles, on chargea les pistolets, on les remit tout chargés dans la boîte, on confia la boîte au chirurgien, et Sir John, la clé de sa boîte dans sa poche, alla chercher Roland. Il le trouva causant avec un petit pâtre qui faisait paître 3 chèvres aux flancs roides et rocailleux de la montagne, et jetant des cailleux dans le bassin. Sir John ouvrait la bouche pour lui dire que tout était prêt, mais lui, sans donner à l'Anglais le temps de parler, « Vous ne savez pas ce que me raconte cet enfant, milord, une véritable légende des bords du Rhin. Il dit que ce bassin, dont on ne connaît pas le fond, s'étend à plus de 2 ou 3 lieues sous la montagne, et sert de demeure à une fée, moitié femme, moitié serpent, qui, dans les nuits calmes et pures de l'été, glisse à la surface de l'eau, appelant les pâtres de la montagne, et ne leur montrant, bien entendu, que sa tête au long cheveux, ses épaules nues et ses beaux bras. Mais les imbéciles se laissent prendre à ce semblant de femme. Ils s'approchent, lui font signe de venir à eux, tandis que de son côté, la fée leur fait signe de venir à elle. Les imprudents s'avancent sans en s'apercevoir, ne regardant pas à leurs pieds, tout à coup la terre leur manque, la fée étend le bras, plonge avec eux dans ses palais humides, et, le lendemain, reparaît seule. Qui diable a pu faire à ces idiots de bergers le même conte que Virgile racontait en si beaux vers à Auguste et à Mécène? Il demeura pensif un instant, et les yeux fixés sur cette eau azurée et profonde. Puis, se retournant vers Sir John, « On dit que jamais nageur, si vigoureux qu'il soit, n'a repari après avoir plongé dans ce gouffre. Si j'y plongeais, milord, ce serait peut-être plus sûr que la balle de M. de Barjol. Au fait, ce sera toujours une dernière ressource. En attendant, essayons de la balle. Allons, milord, allons. »
Et, prenant par-dessous le bras l'Anglais émerveillé de cette mobilité d'esprit, il le ramenait vers ceux qui les attendaient. Eux, pendant ce temps, s'étaient occupés de chercher un endroit convenable et l'avaient trouvé. C'était un petit plateau, accroché en quelque sorte à la rampe escarpée de la montagne, exposé au soleil couchant et portant une espèce de château en ruine qui servait d'asile aux pâtres surpris par le Mistral. Un espace plan, d'une 50aine de pas de long et d'une 20aine de pas de large, lequel avait dû être autrefois la plateforme du château, allait être le théâtre du drame qui approchait de son dénouement. « Nous voici, messieurs, dit Sir John. « Nous sommes prêts, messieurs, dit M. de Valensole. « Que les adversaires veuillent bien écouter les conditions du combat, dit Sir John. Puis, s'adressant à M. de Valensole, « Redites-les, monsieur, ajouta-t-il. Vous êtes français et moi étranger, vous les expliquerez plus clairement que moi. Vous êtes de ces étrangers, milord, qui montreraient la langue à de pauvres Provençaux comme nous. Mais, puisque vous avez la courtoisie de me céder la parole, j'obéirai à votre invitation. » Et il salua Sir John, qui lui rendit son salut. « Messieurs, continua le gentilhomme qui servait de témoin à M. de Barjol, il est convenu que l'on vous placera à 40 pas, que vous marcherez l'un vers l'autre, que chacun tirera à sa volonté et, blessé ou non, aura la liberté de marcher après le feu de son adversaire. » Les deux combattants s'inclinèrent en signe d'assentiment et, d'une même voix, presque en même temps, dirent « Les armes !» Sir John tira la petite clé de sa poche et ouvrit la boîte. Puis il s'approcha de M. de Barjol et la lui présenta tout ouverte. Celui-ci voulut renvoyer le choix des armes à son adversaire, mais, d'un signe de la main, Roland refusa en disant avec une voix d'une douceur presque féminine « Après vous, monsieur de Barjol, j'apprends que, quoique insulté par moi, vous avez renoncé à tous vos avantages. C'est bien le moins que je vous laisse celui-ci, si toutefois cela en est un. » Monsieur de Barjol n'insista point davantage et prit au hasard un des deux pistolets. Sir John alla offrir l'autre à Roland, qui le prit, l'arma et, sans même en étudier le mécanisme, le laissa pendre au bout de son bras. Pendant ce temps, M. de Valensole mesurait les 40 pas. « Voulez-vous mesurer après moi, monsieur » demanda-t-il à Sir John. « Inutile, monsieur, » répondit celui-ci. « Nous nous en rapportons, M. de Montrevel et moi, parfaitement à vous. » M. de Valensole planta une seconde canne au 40e pas. « Messieurs, dit-il, quand vous voudrez. » L'adversaire de Roland était déjà à son poste, chapeau et habit bas. Le chirurgien et les deux témoins se tenaient à l'écart. L'endroit avait été si bien choisi que nul ne pouvait avoir sur son ennemi désavantage de terrain ni de soleil. Roland jeta près de lui son habit, son chapeau, et vint se placer à 40 pas de M. de Barjol en face de lui. Tous deux, l'un à droite, l'autre à gauche, envoyèrent un regard sur le même horizon. L'aspect en était en harmonie avec la terrible solennité de la scène qui allait s'accomplir. Rien à voir à la droite de Roland, ni à la gauche de M. de Barjol. C'était la montagne descendant vers eux avec la pente rapide et élevée d'un toit gigantesque. Mais du côté opposé, c'est-à-dire à la droite de M. de Barjol et à la gauche de Roland, c'était tout autre chose. L'horizon était infini. Au premier plan, c'était cette plaine au terrain rougeâtre trouée de tous côtés par des points de roche et pareille à un cimetière de titans dont les eaux percevaient la terre. Au second plan, se dessinant en vigueur sur le soleil couchant, c'était Avignon avec sa ceinture de murailles et son palais gigantesque, qui, pareil à un lion accroupi, semble tenir la ville haletante sous sa griffe. Au-delà d'Avignon, une lime lumineuse comme une rivière d'or fondu dénonçait le Rhône. Enfin, de l'autre côté du Rhône, se levait, comme une lime d'azur foncé, la chaîne de collines qui sépare Avignon de Nîmes et d'Uzès. Au fond, tout au fond, le soleil, que l'un de ces deux hommes regardait probablement pour la dernière fois, s'enfonçait lentement et majestueusement dans un océan d'or et de pourpre. Au reste, ces deux hommes formaient un contraste étrange. L'un, avec ses cheveux noirs, son teint basané, ses membres grêles, son œil sombre, était le type de cette race méridionale qui compte parmi ses ancêtres des Grecs, des Romains, des Arabes et des Espagnols. L'autre, avec son teint rosé, ses cheveux blonds, ses grands yeux azurés, ses mains potelées comme celles d'une femme, était le type de cette race des pays tempérés qui compte les Gaulois, les Germains et les Normands parmi ses aïeux. Si l'on voulait grandir la situation, il était facile d'en arriver à croire que c'était quelque chose de plus qu'un combat singulier entre deux hommes. On pouvait croire que c'était le duel d'un peuple contre un autre peuple, d'une race contre une autre race, du Midi contre le Nord. Étaient-ce les idées que nous venons d'exprimer qui occupaient l'esprit de Roland et qui le plongeaient dans une mélancolique rêverie? Ce n'est point probable. Le fait est qu'un moment il sembla oublier témoin, duel, adversaire, abîmé qu'il était dans la contemplation du splendide spectacle. La voix de M. de Barjol me tira de ce poétique engourdissement. « Quand vous serez prêt, monsieur, dit-il, je le suis. »
Roland tressaillit. « Pardon de vous avoir fait attendre, monsieur, dit-il, mais il ne fallait pas vous préoccuper de moi. Je suis fort distrait. Me voici, monsieur. » Et, le sourire aux lèvres, les cheveux soulevés par le vent du soir, sans s'effacer, comme il eût fait dans une promenade ordinaire, tandis qu'au contraire son adversaire prenait toutes les précautions usitées en pareil cas, Roland marcha droit sur monsieur de Barjol. La physionomie de Sir John, malgré son impassibilité ordinaire, trahissait une angoisse profonde. La distance s'effaçait rapidement entre les deux adversaires. Monsieur de Barjol s'arrêta le premier, visa et fit feu au moment où Roland n'était plus qu'à 10 pas de lui. La balle de son pistolet enleva une boucle des cheveux de Roland, mais ne l'atteignit pas. Le jeune homme se retourna vers son témoin. « Eh bien, demanda-t-il, que vous avais-je dit ?»« Tirez, monsieur, tirez donc !» dirent les témoins. Monsieur de Barjol resta mu et immobile à la place où il avait fait feu. « Pardon, messieurs, répondit Roland, mais vous me permettrez, je l'espère, d'être juge du moment et de la façon dont je dois riposter. Après avoir essuyé le feu de monsieur de Barjol, j'ai à lui dire quelques paroles que je ne pouvais lui dire avant temps. » Puis, se retournant vers le jeune aristocrate, pâle mais calme, « Monsieur, lui dit-il, peut-être ai-je été un peu vif dans notre discussion de ce matin. » Et il attendait. « C'est à vous de tirer, monsieur, répondit monsieur de Barjol. Mais, continua Roland comme s'il n'avait pas entendu, vous allez comprendre la cause de cette vivacité et l'excuser peut-être. Je suis militaire et aide-de-camp du général Bonaparte. Tirez, monsieur, répéta le jeune noble. Dites une simple parole de rétractation, monsieur, reprit le jeune officier. Dites que la réputation d'honneur et de délicatesse du général Bonaparte est telle qu'un mauvais proverbe italien, fait par des vaincus de mauvaise humeur, ne peut lui porter atteinte. Dites cela, et je jette cette arme loin de moi, et je vais vous serrer la main, car je le reconnais, monsieur, vous êtes un brave. Je ne rendrai hommage à cette réputation d'honneur et de délicatesse dont vous parlez, monsieur, que lorsque votre général en chef se servira de l'influence que lui a donnée son génie sur les affaires de la France pour faire ce qu'a fait Monk, c'est-à-dire pour rendre le trône à son souverain légitime. « Ah !» fit Roland avec un sourire, « c'est trop demandé d'un général républicain. »« Alors, je maintiens ce que j'ai dit, » répondit le jeune noble. « Tirez, monsieur, tirez !» Puis, comme Roland ne se hâtait pas d'obéir à l'injonction, « Mais si elle est terre, tirez donc !» dit-il en frappant du pied. Roland, à ces mots, fit un mouvement indiquant qu'il allait tirer en l'air. Alors, avec une vivacité de parole et de geste qui ne lui permit pas de l'accomplir, « Ah !» s'écria M. de Barjol, « ne tirez point en l'air, par grâce, ou j'exige que l'on recommence et que vous fassiez feu le premier. » « Sur mon honneur !» s'écria Roland, devenant aussi pâle que si tout son sang l'abandonnait. « Voici la première fois que j'en fais autant pour un homme, quel qu'il soit. Allez-vous-en au diable, et, puisque vous ne voulez pas de la vie, prenez la mort !» Et à l'instant même, sans prendre la peine de viser, il abaissa son arme et fit feu. Alfred de Barjol porta la main à sa poitrine, oscilla en avant et en arrière, fit un tour sur lui-même et tomba la face contre terre. La balle de Roland lui avait traversé le cœur. Sir John, en voyant tomber M. de Barjol, alla droit à Roland et l'entraîna vers l'endroit où il avait jeté son habit et son chapeau. « C'est le troisième, » murmura Roland avec un soupir, « mais vous m'êtes témoin que celui-ci l'a voulu. » Et, rendant son pistolet tout fumant à Sir John, il revêtit son habit et son chapeau. Pendant ce temps, M. de Valençol ramassait le pistolet échappé à la main de son ami et le rapportait avec la boîte à Sir John. « Eh bien ?» demanda l'Anglais en désignant des yeux Alfred de Barjol. « Il est mort, » répondit le témoin. « Ai-je fait en homme d'honneur, monsieur ?» demanda Roland, en essuyant avec son mouchoir la sueur qui, à l'annonce de la mort de son adversaire, lui avait subitement inondé le visage. « Oui, monsieur, » répondit M. de Valençol, « seulement laissez-moi vous dire ceci, vous avez la main malheureuse. » Et, saluant Roland et son témoin avec une exquise politesse, il retourna près du cadavre de son ami. « Et vous, milord, reprit Roland, que dites-vous ? » « Je dis, répliqua Sir John avec une espèce d'admiration forcée, que vous êtes de ces hommes à qui le divin Shakespeare fait dire d'eux-mêmes « Le danger et moi sommes deux lions nés le même jour, mais je suis l'aîné. »